Bonjour, aujourd'hui Marie-Antoinette à Versailles. Ma Benjamin, Antoine, l'amitié entre l'Autriche et la France doit être scellée par un mariage. La cour de France est très différente de la nôtre. Tous les regards seront sans cesse sur toi. « 2000 ans d'histoire. Le 16 octobre 1793, quelques heures après son exécution, les Parisiens pouvaient encore voir le corps décapité de Marie-Antoinette exposé au cimetière de la Madeleine, la tête jetée entre ses jambes, comme si sa mort n'avait pas suffi à apaiser la haine qu'avait cristallisée sur elle cette reine de France venue de Vienne à Versailles 23 ans plus tôt. Elle avait alors à peine 14 ans et avait été envoyée en France pour épouser le futur Louis XVI. Pour sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, la plus jeune de ses filles n'était qu'un pion destiné à sceller par son mariage l'alliance entre l'Empire d'Autriche et la France, où Marie-Antoinette arrivait le 7 mai 1770. Ce jour-là, elle découvrait pour la première fois le pays dont elle allait devenir la reine et les contraintes du protocole de Versailles où elle allait vivre pendant 19 ans. On est arrivé? Oui, on est arrivé à Schuttern où aura lieu la remise officielle. Ensuite, on vous présentera au roi et à votre fiancé, Louis-Auguste. Votre Altesse Royale, je vous présente votre première dame d'honneur, la comtesse de Noailles. Votre Altesse Royale. Cet édifice a été bâti pour la cérémonie de remise de part et d'autre de la frontière entre nos deux grands États. Vous y êtes entré en Autriche et vous en sortirez en France. Vous serez devenue dauphine de France. Vous devez vous séparer de tout ce qui est autrichien et faire vos adieux à vos gens pour toujours. Mops! Ce sont désormais des chiens de chez nous que vous choisirez. La coutume veut que la fiancée ne conserve rien de ce qui appartenait à une cour étrangère. Il n'a jamais été dérogé à cette règle. Evelyne Levert, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film de Sofia Coppola dont vous avez été la conseillère historique. Marie-Antoinette, donc arrivant en France à l'âge de 14 ans pour s'y marier avec le petit-fils de Louis XV, le futur Louis XVI. Un mariage politique, vous le rappelez dans vos livres sur Marie-Antoinette, un mariage politique d'ailleurs comme presque tous les mariages de l'époque, on ne se mariait pas par amour, en tout cas dans les cours princières. Non, les mariages d'amour n'arrivaient pratiquement jamais et ce mariage est très important parce qu'il concrétise le chef-d'œuvre diplomatique de l'impératrice Marie-Thérèse, c'est-à-dire la mère de Marie-Antoinette, puisqu'on avait renversé les alliances, et la France et l'Autriche s'étaient alliés alors que traditionnellement contre la Prusse et l'Angleterre, alors que traditionnellement, eh bien, c'était deux États qui se combattaient. Donc c'est un changement de l'échiquier diplomatique et Marie-Thérèse tient à ce que sa fille donc scelle cette alliance par son mariage et qu'elle reste en France pour toujours consolider cette alliance. Et ça sera une idée force qui guidera Marie-Antoinette pendant les années qu'elle passera à Versailles. Et elle dit toujours, s'il y avait brouillerie entre mes deux familles, c'est son expression, j'en mourrais. Et Marie-Thérèse fera tout pour l'inciter à suivre ses conseils, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan diplomatique. Alors sa fille, donc, Marie-Antoinette, arrive dans un pays en 1770, elle est toute jeune, elle a 14 ans, dans un pays qu'elle ne connaît pas plus d'ailleurs que celui avec lequel elle allait se marier, le futur Louis XVI, il n'est encore que dauphin, c'est le petit-fils de Louis XV, mais c'est celui qui doit hériter du trône, puisque son père, à lui, au futur Louis XVI, au dauphin, est mort déjà en 1765. Oui, absolument. Et c'est un garçon qui a 15 ans, c'est un garçon qui est intelligent, qui est cultivé, beaucoup plus que la jeune Marie-Antoinette, mais c'est un garçon parfaitement inhibé, et on lui a toujours dit que l'alliance entre la France et l'Autriche était une alliance néfaste pour la France.
Donc, il a un préjugé contre ce mariage, et ses parents, déjà, avaient un préjugé contre cette alliance. Par conséquent, ce garçon inhibé, qui ne connaît rien aux femmes, et qui est déjà extrêmement timide, va avoir, le soir de ses noces, dans son lit, une jeune fille qui n'a évidemment aucune expérience, qui ne sait pas vraiment ce qui l'attend, et contre laquelle, eh bien, disons, il a quelques réticences. Alors, ils ne sont pas vraiment très bien assortis. Si bien d'ailleurs que le lendemain de la nuit de noces, de ce mariage, eh bien, il n'écrit qu'une seule chose, qu'un seul mot sur son journal intime, rien. Et il ne s'est rien passé comme ça, Évelyne Levert, pendant 7 ans. Oui. Alors, justement, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Il y a un rapprochement amical entre les deux jeunes gens au bout d'un certain temps. Elle lui dit un jour devant les tantes de son mari, « Vous êtes mon mari, mais quand serez-vous mon homme ?» Et elle le dit, c'est dans la correspondance, on retrouve cela. Et ils deviennent amis, commencent à lui faire des confidences. Il lui dit qu'il n'ignore rien de l'état de mariage, mais qu'il considère que lorsqu'on a des enfants trop jeunes, les enfants ne se portent pas bien. Et puis, il la fuit. Au début, il prend tous les prétextes pour ne pas être dans sa chambre. Et d'ailleurs, elle n'en a pas non plus envie. Et c'est très gênant, c'est tout à fait même dramatique, parce que comme ce mariage eh bien, est une alliance diplomatique, il faut qu'il soit consommé, ce mariage, parce que s'il n'était pas consommé, eh bien, après tout, on pourrait renvoyer l'archiduchesse chez elle, il pourrait y avoir annulation du mariage. Alors, Marie-Thérèse écrit des lettres à sa fille. On y reviendra, mais donc oui, il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé pendant 7 ans. Et pas le premier soir, pendant la nuit de noces, tandis qu'à son réveil, Marie-Antoinette découvrait la cérémonie du petit lever lorsque la comtesse de Noailles entrait dans sa chambre avec les dames de la cour qui devaient l'habiller, un protocole qui n'avait rien à voir avec celui de la cour impériale de Vienne. Madame, à votre petit lever, le droit d'entrée est accordé aux grandes dames de la cour. Mais la préséance revient aux princesses du sang et à vos dames d'honneur. Viennent ensuite les valets et les gens de votre entourage. Quiconque possède un droit d'entrée peut l'exercer à tout moment. Il convient donc que vous fassiez attention à saluer comme il se doit toute nouvelle arrivée. Non, vous ne devez jamais tendre la main. L'honneur de donner un objet à la dauphine est un grand privilège. Il revient aux personnes de haut rang. Par exemple, Madame de Lamballe est l'épouse d'un prince du sang. Madame? J'ai froid. Oui. Tout cela est ridicule. Tout cela, Madame, c'est Versailles. Tout cela, c'est Versailles, et un protocole aussi auquel Marie-Antoinette n'a jamais pu se faire, Évelyne Levert. Oui, parce que la famille royale de France vivait en perpétuelle représentation. C'est Louis XIV qui avait fini de codifier, disons, ce protocole qui était insupportable à Marie-Antoinette. Mais il ne faudrait pas penser, comme on a tendance à le faire, qu'il n'y avait pas de protocole à la cour de Vienne. Mais à Vienne, il y avait... Moins rigoureux, peut-être. Il était moins rigoureux, et puis il y avait une partie privée. La famille impériale était en public, et là, il y avait un protocole, mais dans la vie privée, il y en avait beaucoup moins. Et Marie-Antoinette a toujours revendiqué ce droit de mener une vie privée comme elle l'entendait et à l'abri des regards. Car ce qu'elle ne supporte pas, c'est d'être vue tout le temps, c'est cette représentation, cette théâtralisation de la monarchie qui lui est insupportable. Et justement, ce fameux lever, elle a décidé de le simplifier et de se lever uniquement, je dirais, avec des domestiques professionnels, parce que les princesses du sang, etc., ne lui passaient pas forcément la chemise comme il fallait la lui passer, tandis que les femmes de chambre, eh bien, c'était leur métier et c'était beaucoup plus agréable pour elles. C'est tout début à Versailles, quand elle y arrive, auprès de qui
se confie-t-elle? À qui parle-t-elle? Il y a toute la famille royale. Quels étaient ses rapports? Madame du Barry, par exemple, qui était la maîtresse de Louis XV. Ça, c'est un gros problème. Alors, la famille est en fait assez réduite. Il y a Louis XV, qu'on appelle Papa Roi. Et Louis XV aime bien ses petits-enfants, mais il est très accaparé par Madame du Barry. Madame du Barry, alors Marie-Antoinette n'est pas prévenue lorsqu'elle arrive en France. Elle n'est pas prévenue, elle ne sait pas que son grand-père, puisqu'il devient son grand-père, a une maîtresse, mais elle apprend très vite que cette maîtresse est de basse extraction. Et elle est furieuse de voir qu'elle, future reine de France, voit sa place usurpée par une courtisane. Et immédiatement, il y a une rivalité entre elles et Marie-Antoinette affiche son mépris à l'égard de la favorite, ce qui ennuie beaucoup Louis XV, qui n'ose pas lui parler, donc ça crée un petit problème. Alors, il y a les tantes, qui sont les filles de Louis XV, les tantes de son mari, qui sont les filles de Louis XV, qui sont des célibataires aigris, dévotes, et qui essayent d'attirer le jeune couple. Elles ont une curiosité malsaine à leur égard, et elles voudraient bien, en savoir très long sur cette intimité qui n'est pas facile à comprendre. Les frères de son mari sont plus jeunes. Les futurs Louis XVIII et Charles X. Oui, alors elle s'amuse avec le futur Charles X. C'est un petit compagnon de jeu et quand elle arrive, il a 12 ans. Et puis, il y a les deux sœurs, mais elle s'occupera peu de Madame Clotilde et de Madame Élisabeth. Donc, elle se trouve déjà une amie de cœur qui est la princesse de Lamballe, qui appartient, disons, d'assez loin, mais qui appartient quand même à la famille royale. Et toute cette cour, tous ces courtisans jasent beaucoup, on parle beaucoup, bien entendu, de la non-consommation du mariage, qui d'ailleurs inquiète la mère de Marie-Antoinette, l'impératrice d'Autriche, et puis l'ambassadeur d'Autriche en France, le comte Mercier-Argenteau. Vous devriez éviter de monter à cheval parce que cela cause des fausses couches. Oui, hélas, vous et toute la cour savez qu'il n'y a aucun danger. Et que je ne suis pas en faute. Vous rendez-vous compte des conséquences qu'aurait la non-consommation de votre mariage? Il pourrait être annulé. Votre mère vous demande de prendre la chose avec le plus grand sérieux et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour inspirer le dauphin. J'y songerai. Je ferai tout pour le plaisir du dauphin et de ma mère. Vous n'aurez aucune influence sur le roi ni sur le dauphin si vous n'êtes pas enceinte. Songez, madame, à l'alliance entre nos deux pays. Au fait, j'ai pour vous cette lettre de votre mère. Très chère Antoinette, il n'y a nulle raison pour qu'une jeune femme parée de tous les charmes qui sont les vôtres se trouve dans une telle situation. Rappelez-vous, vous représentez l'avenir. Et votre position ne sera pas assurée tant que l'acte physique qui doit couronner l'alliance franco-autrichienne ne sera pas accompli. Alors si Marie-Thérèse, si la mère de Marie-Antoinette s'inquiète de la non-consommation du mariage, c'est que bien sûr il pourrait, on l'a entendu, entraîner une annulation, compromettre l'alliance franco-autrichienne, mais aussi parce qu'elle compte sur elle depuis le début, sur Marie-Antoinette, pour qu'elle lui donne, pour qu'elle lui envoie des renseignements sur ce qui se passe à la cour, sur ce qui se passe en France. Au fond, c'est pas seulement la garantie d'une alliance que représente Marie-Antoinette, c'est pas seulement un pion, c'est aussi un peu une espionne, même si c'est malgré elle, parce que Marie-Antoinette enverra en permanence des lettres à sa mère. Oui, mais enfin, une espionne, c'est quand même beaucoup dire. Elle est là pour maintenir l'alliance, parce que la politique de Marie-Thérèse, et surtout celle de Joseph II, est une politique qui est une politique ambitieuse, et Marie-Thérèse et Joseph voudront que l'alliance fonctionne, c'est-à-dire que le roi de France aide militairement les entreprises plus ou moins hasardeuses de l'Autriche. Et là, Marie-Thérèse répète à sa fille, redoublez, c'est son expression, redoublez de cajolerie avec votre époux. Et Marie-Antoinette n'a aucune envie de redoubler de cajolerie, et même Louis XV reconnaît que son petit-fils est un homme de bois.